Et rebonjour les amis. Voilà la partie 2 de l'Almanach des Faits Célestes, le bulletin astronomique, puisque le précédent enregistrement a été écourté. Donc je vous fais maintenant la présentation des news de la semaine et ce sera un petit plus. Donc merci bien sûr pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de suivre cette chaîne. Nous, c'est parti. Je partage mon écran et je vous fais part de ma petite revue de presse. Alors, la revue de presse, ah zut, elle s'est cachée, c'est ici, voilà, avec les images qui vont bien avec. Donc, au niveau des stations spatiales, les nouvelles des stations spatiales, il y a eu un lancement par une fusée Soyouz de Roscosmos, donc de deux cosmonautes russes et un américain, astronaute américain, le 14 juillet. Tout s'est très bien passé et vous pouvez retrouver les directs du lancement et de l'amarrage, en particulier chez Ufotinic. Vous avez les liens dans l'article le, vous avez les liens dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Voilà. Ensuite, vous pouvez toujours communiquer. Alors, une journée spéciale à la Cité de l'Espace pour communiquer en direct avec la station spatiale, la Cité de l'Espace à Toulouse. Et on apprend cette semaine la grande nouvelle sur la station spatiale ISS, c'est qu'ils vont cultiver des graines de rooibos, donc un arbuste sud-africain avec lequel on fait un thé, une espèce de thé, quoi. Voilà. Et ensuite, bah, l'avenir de l'ISS, le prolongement jusqu'en 2030. Et puis les Russes qui préparent leur propre station spatiale, qui s'appellera ROS, mais qui sera toujours en lien avec les autres. C'est un bon domaine de coopération, l'espace, hein. Et donc le passage de Tiangong, voilà, où nous sommes arrêtés tout à l'heure dans le bulletin astronomique. Donc je montre l'image. C'était ici le passage de la station Tiangong chinoise, donc dans le ciel. Il y avait aussi une image de la comète Temple One qui se trouve, ça je sais plus, je vais pas le chercher maintenant. Vous l'avez dans l'article, je sais qu'elle est dans un coin du ciel bien accessible, mais elle est quand même de magnitude 8 et ça diminue son éclat, donc ça s'approche de la magnitude 9. Avec un bon instrument, c'est jouable. Le soleil, donc taches solaires et filaments solaires, avec une accalmie ces derniers temps, hein. Là, il n'y a plus que 4 groupes de tâches, 40, 30 et quelques, 37 tâches en 4 groupes. Et la semaine dernière, il y avait 70 tâches en 3 groupes, et la semaine d'avant, il y en avait 120, et en peu de groupes d'ailleurs, car il y en avait des visibles à l'œil nu. D'où l'intérêt des lunettes d'éclipse, même hors temps d'éclipse de soleil, car elles permettent d'observer le soleil à n'importe quand, en fait. C'est justement tant qu'il y a un croissant de soleil, ne serait-il que de 1% dans le ciel pour l'observer, il faut des lunettes d'éclipse. Par contre, quand il est tout entier, on peut l'observer aussi. Et donc, quand il y a des énormes taches, on peut les voir à l'œil nu. Ici, la galaxie des chiens de chasse et sa petite galaxie satellite qui se trouve dans la constellation des chiens de chasse que l'on observe fréquemment pendant nos soirées d'astronomie, Astrolt. Alors, on revient aux news sur Mars, des nids d'abeilles sur Mars. Donc, d'abord, une petite nouvelle de la Lune, un petit article sur Artemis 3 où on constate qu'il faut 3 fusées modernes pour refaire ce que Apollo 9, je crois, avait fait avec une seule, c'est-à-dire, ben, là, c'est pour tous les systèmes, parce que ça va être une question de connexion entre les différents modules privés. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, privés et de la NASA pour assurer ensuite l'acheminement et l'atterrissage en quelque sorte sur la Lune en toute sécurité. Donc il faut bien s'entraîner, mais la mission Apollo, ça s'était fait en une fois. Enfin, il y a eu, il y en a eu 17 missions Apollo 1, et la première avec des gens dedans, c'était Apollo 11. Et donc toutes celles d'avant, ça a été des missions d'approche également. Et ça a commencé avec la mission Apollo 1, qui a été une catastrophe puisqu'elle a explosé avec les 3 astronautes dedans. Alors, on parle de la course spatiale entre les États-Unis et la Chine qui pourrait se transformer.
en une ruée vers les terres lunaires. Qu'est-ce qu'on va faire des terres lunaires? Normalement, on ne doit pas se les approprier, hein. Et bon, les premiers qui vont y aller, ils vont ramasser des trucs sûrement. Alors, ces structures en nid d'abeilles sur Mars, donc voilà l'image que je vous montrais. Voilà ce qu'on trouve sur Mars. Je crois qu'on en a déjà parlé il y a 2 ou 3 mois. Vraiment des petits polygones parfaits, quasi. Un, 2, 3, 4. C'est des hexagones, hein. Voilà, des nids d'abeilles sur Mars. On se demande ce que c'est, personne ne le sait encore. Et également sur Mars, j'ai appris avec un peu de retard que le rover Curiosity avait bloqué sur une roche de 13 kilos. Voilà, bah on peut, ce qui révèle les limites des opérations robotisées à distance, bien entendu. Ah, magnifique planche sur et article sur les lunes du système solaire, donc toutes les planètes qui ont des lunes. Il n'y a que Mercure et Vénus qui n'en ont pas. La Terre en a une. Ah, voilà, elles sont proportionnées à la taille de la Terre, hein. Mars en a deux, Jupiter en a quatre plus une soixantaine, hein. Ils ont marqué que les principales. Saturne en a plus de 120 au décompte actuel. Voilà les principales avec Titan, et qui est plus grosse que la Lune. Uranus en a cinq principales. Neptune en a surtout Triton, qui est très grosse. Et puis deux autres principales, mais on a beaucoup. Et Pluton a ce fameux Charon, qui est presque aussi grosse qu'elle et qui a justement fait l'objet d'un article. Voilà Charon, donc la lune de Pluton, qui est presque aussi grosse que Pluton et qui tourne avec Pluton en rotation doublement synchrone, puisque Charon tourne autour de Pluton en autant de temps que elle tourne sur elle-même en autant de temps qu'elle tourne autour de Pluton, mais en plus tourne aussi sur lui-même en autant de temps que Charon lui tourne autour, ce qui fait que si vous êtes dans un côté sur Pluton et que soit vous voyez Charon toujours au même endroit dans le ciel, soit vous la voyez pas du tout. Voilà, c'est une synchronisation exceptionnelle. Parce qu'il y a la Lune qui tourne autour de la Terre en rotation synchrone, et ce n'est pas la seule. Les grosses lunes en font tout autant. Les quatre lunes principales de Jupiter, par exemple, c'est pareil. C'est pas une exception. J'entends trop souvent dire que la rotation synchrone de la Lune autour de la Terre, qui fait qu'elle nous présente toujours la même face, c'est une exception. Eh bien non, c'est une loi de la mécanique céleste. Voilà, qu'on se le dise. Ah, ça, c'est. Alors, je reprends mon bulletin et on verra les images après. Donc, Titan, justement, pourrait devenir une station de service pour les futures missions autour de Saturne, parce qu'on envisage maintenant pour les missions spatiales de se ravitailler directement dans l'espace. Et justement, Charon, donc la lune de Pluton, a-t-elle ralenti sa course? Bah, il semblerait, hein. Il y a un, un article qui retrace les recherches scientifiques sur ce sujet. Donc, elle aurait considérablement ralenti sa course, justement pour se mettre en synchronicité avec Pluton. Et donc, l'image qu'on vient de voir avait été prise, bien sûr, par la sonde New Horizon le 14 juillet 2015. Voilà, on l'a pas approché Pluton davantage depuis. Et New Horizon a continué vers d'autres cibles. Il y a eu en 2019 euh, une un astéroïde, un transplutonien, qui s'appelle bon, ça me reviendra, on en a beaucoup parlé, et puis il continue toujours sa route. Donc vous avez aussi un documentaire Arte sur les origines du système solaire, la mission Lucie, qui est partie explorer les, les satellites de Jupiter, les satellites troyens, les troyens de Jupiter, c'est-à-dire ceux qui tournent sur la même orbite que Jupiter à 60 degrés devant ou derrière de Jupiter. Et puis on reparle encore de Mercure et de la sonde Bepi Colombo, voilà, qui approche, qui maintenant est en orbite, se met en orbite de Mercure et a éteint ses moteurs pour se mettre en orbite de Mercure. Voilà, une mission qui a été envoyée depuis il y a 9 ans déjà et qui a parcouru 8 ans ou 9 ans et qui a parcouru un trajet archi compliqué et très très long. Mais ça, on en a parlé dans les semaines précédentes. Alors, à 48 années-lumière, seulement une possible planète océanique. Un système, ça c'est hors de notre système solaire, donc les exoplanètes, et un système exoplanétaire rare révélé par
après 10 années d'observation, et il y en a encore. Au niveau des entreprises spatiales, l'Inde vient de lancer avec succès sa première fusée privée, Vikram 1. Ensuite, en France, en Alsace, on apprend la fermeture, la liquidation de l'Université internationale de l'espace, où Sophie Adno, entre autres, et d'autres ont fait leur classe. Eh bien, ça va pas du tout financièrement parlant. Peut-être que la NASA a abandonné de la financer, c'est pour ça. Et donc, elle est en liquidation. Et SpaceX et la bourse, ben, après une enflammée géante, évidemment, ça va retomber dans les moyennes. Alors, il y a des articles sur la bourse là-dessus. Donc, ne loupez pas, enfin, si vous entendez, si j'ai le temps de vous mettre cette vidéo en ligne à temps, c'est ce soir, normalement, la nuit de lundi à mardi, la nuit de lundi 20 à mardi 21 juillet, que sera lancé le 13e Starship, le vol 13 du Starship, qui était initialement prévu jeudi dernier, je crois, et qui a été annulé parce que c'est jamais complètement prêt au départ. Donc, est-ce que ça va être le bon moment? Bah, vous le saurez. De toute façon, vous aurez le replay du direct par Ufotinique. Je ne louperai pas de vous mettre le lien. Et encore, au niveau des grands télescopes et télescopes spatiaux, le télescope Euclide a repéré les plus anciens quasars jamais observés. Et bien sûr, on reparle de toutes ces découvertes qui font que, qui remettent totalement en question les hypothèses qu'on avait sur les origines de l'univers. Aussi, justement, un article qui explique que la Voie lactée a subi une collision cataclysmique dans ses débuts et que ça l'a profondément transformée. Et comment ça marche, cette mécanique des étoiles, là, c'est la mécanique céleste à l'échelle des étoiles. Bah, c'est un peu pareil, quoi, hein, qu'à l'échelle du système solaire, mais c'est pas exactement les mêmes acteurs, puisque là, ce sont les étoiles avec leurs planètes dans leur cortège. Et puis l'Observatoire de Paris a découvert une troisième planète en orbite autour de l'étoile Beta Pictoris, donc du peintre, constellation de l'hémisphère sud. Alors un excellent article, et voici son image. Voilà comment on s'y prend pour observer une exoplanète. Donc on fait une espèce de coronographe pour masquer la lumière de l'étoile, et puis on capte en infrarouge ce qu'on peut. Donc le 3 décembre 2025, le 22 mars 2025, le 18 mars 2025, c'est plutôt dans cet ordre-là qu'il faut le lire. Donc avec différents instruments, donc le VLT, le télescope géant installé au Chili, et puis le James Webb Telescope. Donc en combinant les données de l'un et de l'autre, vous voyez, on voit bien qu'il y a des choses en mouvement autour de cette étoile. Et c'est comme ça que les astronomes découvrent les exoplanètes. Et voilà. Et j'avais une photo de la galaxie des chiens de chasse qui s'est peut-être échappée de mon ordi, alors je pourrais pas vous la montrer. Écoutez, mes chers amis, voilà, c'était ce petit bulletin complémentaire, comme ça vous avez l'info du spatial et des découvertes. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce petit bis, et puis on se retrouve pour les commentaires astrologiques si vous voulez, sinon pour l'enregistrement du prochain bulletin astronomique, on va sauter un jour, on passera à mardi 28. Très certainement, inscrivez-vous parce que ce sera lundi 27 ou mardi 28, j'ai pas encore décidé pour l'enregistrement. Merci beaucoup et puis excellente semaine. À bientôt.